Oui, c'est des توالين TQ5 تسكيلت بوساكين سيوسيان تروح فرنسا تكلت النظام وكني عندنا وين كاين يوث منادي تمياروت يعني تسدوان دي فرنسا دي باريس سان دوني ديوث مطوط كاين يقوران في يوث مطوط تقبليت نظام مقارنة تصل بالمزروين تشكيلة تقبليت تكين ذا مارغريت naar Marie-Louise Strauss Amrouche. تغد يون بليس سوازاليس فلاس وين ديفرون دي اونفير زوج 2019 سكياس ازول ماري لويز طاوس عمروش باسيون اي ديشيرمون اي دونتيتير سكين زماتار اقيلا كيزي اكيلا كيزي انو حتى نسقسي فاشو شو تيبوين وكنا دابو ادليس غاطاوس عمروش زارن تسجي تكين كوسكين سيوسيان تليت مجالا زعما كيكرا السيارة شكون غاتن نشدرد يوم بوز ما كي تسوالي مازال شحال تيكاليوت تسجي تدكتور تانو ما كريتيكا كما لامباري ذات لازم تيكو 5 كيكرام دارن بوتي وكني ايدي عاون ايدي كفوس نتلت شخصيا ان شخصيه امتا عاقله كيزي سينير امتا عاقله كيزي زوفلام أزول فلا وانا أزول في جذا تجذا كاردي غادي توالين غادي سلم أزول فلا كرشيد أزول كمال نسأل من تعدي تسوح العالية en votre compagnie en compagnie de وجدي أردي زار أزول فلا كمال أزول رشيد أزول كميتنا عاقلة donc on espère passer de bons moments dans le domaine de la littérature. تلميذ الونديسين قبل نوح سيستين الشيخ نكيني الكمال نروحوا واغا غوياض وكانت سميتير ذاك عاقله كيزين الدكتور دي تشكيله فرانكوفونيت دامين تشارون تنادين افين كيشدن تيران تلاوين دي مزرعه اكد لا دياسبورا عندك تيديرن مزيران مع عقيلة كيزين تيني صغارين تسامو داغن صغاراي دي تداوي باري 8 دي سان دوني سيران زوارون عقيلة او يفن اردينير نهار سامر ام يوشو ازولا كيما تذكر يوزلي سينم ماري لويز طاوس عمروش باسيون اي ديشيرمون ايدونتيتير أباسي قلنا هذه قلتي تراجي أما كنا دينار التيتر سي l'allégorie de la vie et de l'œuvre نتاو سعمروش إيوا شو أخطر لي composé d'abord du nom et du prénom نتاو سعمروش Marie-Louise Tawas, c'est-à-dire j'ai voulu mettre au même pied d'égalité son prénom chrétien, Marie-Louise, et Tawas, son prénom kabyle. Donc, il y a la même valeur, la même place. J'ai tenu à ce qu'ils soient tous les deux retranscrits dans le titre. Le reste du titre, passion et déchirement identitaire. Passion, c'est au pluriel. Passion, la passion des origines, de ses origines, celle qu'elle avait pour ses origines, Izoranis, Idilsis, la langue, la culture, kabyle et amazigh en général, la passion qu'elle avait aussi pour ce qu'elle faisait, hein, c'est-à-dire les métiers qu'elle a exercés, d'abord l'écriture, les livres, aussi l'art, le chant amazigh, l'interprétation, ces interprétations du patrimoine oral amazigh. La troisième casquette qu'elle avait, cette passion aussi pour le travail radiophonique qu'elle avait. Et tout ceci montre
son intérêt, son engagement et l'amour qu'elle donnait à toutes ses patients. Il y a de ça, donc, d'un côté, il y a la passion amoureuse qu'elle avait pour son entourage, pour les personnes qu'elle aimait, qui l'entouraient, avec qui elle a fait sa vie, etc. La deuxième partie, le déchirement identitaire, c'est ce qui a qualifié aussi la vie des Amrouche en général, de la famille Amrouche en général, mais plus particulièrement Tawas dans sa vie. Et ce rapport qu'elle avait à la culture amazigh et à la langue amazigh en général. Voilà donc ce que je peux dire, mais le titre résume le livre en entier. Je peux dire que c'est l'allégorie de la vie et de l'œuvre de Taous Amrouche. merci عاقلة نرجع كمال الديسكسيون سيوسي. أسقسي ويسين عاقلة فين يشودن توس عمروش تميروت نتوح سبن ير مزورة اللي لن ستروميث وذا غنت توس عمروش تيني لن دا غنت ير مزورة ذا غنت précurseur on peut dire du féminisme nord-africain. Donc bien écoute justement par rapport à cette spécificité on peut dire de Taous Amrouche et وذا تهضر كيف لازم autant que femme par rapport à sa famille, par rapport justement à ses origines, sa terre natale, et comment il a vécu son exil, et par rapport justement, on peut dire, à son esprit de rébellion, parce que être femme, c'est en même temps être rattaché à son origine. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que il est pour une sorte de changement de l'intérieur, parce qu'il n'est pas ses origines, c'est pas une sorte d'un retrait, on peut dire, ou de la rébellion par rapport au tout, mais en quelque sorte, il milite pour que la femme puisse avoir son statut. Donc, en quelque sorte, c'est comme un changement de l'intérieur et non pas une rupture radicale. Il peut résumer le livre en entier, il peut résumer l'œuvre et la vie de Taous Amrouche en entier. Il d'abord Thira, l'écriture, comment Taous Amrouche est arrivée en tant que femme colonisée, parce que elle était très jeune et c'était la colonisation française à l'époque. Donc, comme dit le domaine de l'écriture, comment elle a pu ouvrir aussi, là j'arrive sur le deuxième volet de votre question, celle de comment les femmes nord-africaines sont arrivées à l'écriture, à la littérature et entrées sur la scène littéraire française, on va dire, de l'époque. Et Taous Amrouche il a des dates chronologiquement. Smith بدا انقلم زوارو يكتب le premier roman وين موثقة يسمى جاسنت نوار كتبيت كوماسيت تبدات السيرة en 1934 تفوكيت en 39 en 1939 c'est clair et net. Il y a des détails historiques, il y a des preuves bibliques, c'est 34, Fouquet en 39. Et ça, on peut le trouver à la fin du livre de la première édition de Jacinthe Noire. Donc, ce qui fait de Taous Amrouche la première. Mais il a la date 34-39. Donc, elle est chronologiquement et historiquement, Temzouarouth, la première femme écrivaine nord-africaine en langue française. Temzouarouth. En 39, elle est 47, Ifrod. Il a été publié au Nagalagina, dans le roman Yagin, Jacinthe Noire. Alors, comme je l'explique dans le livre, j'explique des choses qui souffrent
47 et pas en 39, non, en 40. Pourtant, Jean Amrouche, qui est son frère, était dans le domaine de l'édition à l'époque. Il a un horizon littéraire assez développé. Il a des connaissances émergentes dans le domaine de l'édition, de la littérature. Donc, il aurait pu adminer هذه الصفة وقبل 47. معناها il y a beaucoup de choses اللي شدنا كويتي تنظن si on veut la date de publication. Alors نطف historiquement la date 47 1947 date à laquelle Eddy Farr, le premier roman de la première écrivaine algérienne francophone d'expression française qui est Taous Amrouche. OK, d'accord, elle partage cette date avec Youth Nedhani Moukaran Jamila Debeche. C'est une écrivaine du Sétifois à l'époque, de la région du Sétif, vers les portes du désert. Jamila Debeche, donc aussi, elle partage donc la date de 1947 avec Taous Amrouche, avec son roman qu'elle a publié aussi en Algérie à l'époque. Donc, elle partage cette date. Minzmer adminé donc au vu de la date à laquelle Taous Amrouche a terminé, a achevé l'écriture de Jacinthe Noir, donc pour dire comment Taous Amrouche est arrivé à l'écriture et comment on peut la situer historiquement dans le domaine de l'écriture, non de la littérature. On peut la considérer comme pionnière, précurseur d'un féminisme nord-africain. Le féminisme en tant que femme, en tant que nord-africaine et en tant que chercheuse aujourd'hui à l'université française, le féminisme n'est pas seulement d'avoir un discours, il est aussi suivi d'action. Et si on se met dans l'époque, c'est-à-dire dans les années 40, fin des années 30, début des années 40, Taous Amrouche, on peut la considérer également ou effectivement comme pionnière d'un féminisme nord-africain. Alors, de quelle manière Oulacha Taslawin Imernia à l'époque, déjà, il glane sur la scène publique, dans l'espace public. Des femmes, bien sûr, liées à sa condition, c'est-à-dire colonisées, avec les années 40. Donc, colonisées, on est sous la domination du joug colonial. Donc, l'espace public français, parisien et français. C'est pour ça que sa présence à l'époque, nous pourrons la considérer comme étant pionnière et précurseur d'un féminisme nord-africain. Et rare. Elle a représenté ces femmes, la condition des femmes racisées ou ce qu'on appelle aussi racisées ou colonisées de l'époque. Fisnef, elle a montré aussi que l'image véhiculée dans le discours colonial sur les femmes nord-africaines, sur les femmes colonisées, elle est fausse. Elle a donné donc une contre-figure, une contre-image à ce qui est véhiculé par la pensée coloniale. C'est-à-dire toutes les femmes nord-africaines colonisées sont des femmes soumises. C'est un contre-exemple. C'est l'exemple que non, toutes les femmes ne sont pas soumises. Toutes les femmes nord-africaines ne sont pas soumises. Elles peuvent être capables de beaucoup de choses. Donc là, on est dans le domaine de sortir l'image des femmes nord-africaines, des femmes colonisées vers un universel. Ce qu'elle fera plus tard avec le patrimoine oral amazigh. Donc voilà comment elle a ouvert la voie d'abord pour les écrivaines, pour les femmes écrivaines, comment ces femmes sont arrivées à la littérature, comment sont arrivées à l'écriture, leur entrée sur la scène littéraire française et comment elles sont reçues et comment le regard a changé ou a été modifié par leur arrivée dans le domaine de la littérature française de l'époque. Je ne sais pas, parce qu'il y a un autre aspect de la question, parce on voulait aussi savoir comment il a vécu, par exemple, son exil.
Voilà, donc c'est l'autre moitié de encore nous ça. Merci de le rappeler. Alors, on ne peut pas situer, je le dis tout le temps, je l'explique aussi dans mes rencontres, mes conférences, on ne peut pas parler de Taoussa Amrouche Kanaka, pour parler de l'exil. Taoussa Amrouche est fille de, alors, fille de Fadma, et Fadma, sa mère, Fadma Ait Mansour Amrouche, on peut dire que c'était la source. La source du destin familial, celui de la famille en entier, mais celui aussi des enfants. Les enfants, notamment Jean et Tawas. C'est déterminant de dire que l'arrivée en exil, d'abord en Tunisie et plus tard en France, de la famille Amrouche, notamment de Jean et de Tawas, mais moi particulièrement de Tawas, sur qui j'ai focalisé mes recherches, est arrivé d'un seul coup. On ne peut pas, il y a une chronologie, même dans l'exil. Il y a des chronologies même dans l'exil. Alors, l'exil est installé comme une permanente dans l'esprit familial ou dans le cœur des membres de cette famille. D'abord par la mère. Quand je montrais le livre Histoire de ma vie de Fadma Ait Mansour Amrouche, ce n'est pas anodin. Pour nous, chercheurs et des gens qui intéressent à la littérature ou à l'écriture des femmes nord-africaines, Fadma, c'est celle qui a posé les premières pierres de la généalogie intellectuelle des femmes nord-africaines. Et de quelle manière? L'exil était là. Alors, tout d'abord, sa naissance comme enfant naturel en Kabylie, à la fin du 19e siècle, était déterminant pour la suite de sa vie. Et parce que son père n'a pas voulu la reconnaître. Histoire de ma vie. Que je rappelle entre parenthèses, qui vient d'être terminée, achevée de traduction qui personnellement, il a été traduit dans plusieurs langues, sauf et là, on m'a indiqué avant-hier que Youn a achevé donc la traduction en kabyle et sera publié prochainement. C'est une très bonne nouvelle pour ce livre et pour le contenu de ce livre. Il est déjà un enrichissement mais aussi donc l'exil c'est l'exil intérieur qu'a connu Fadma en tant qu'enfant non reconnu par son père. Cet exil intérieur va la suivre plus tard parce qu'elle n'est pas reconnue, elle n'a pas de filiation. Et cette filiation, elle est punie dans la société et dans les mœurs kabyles du fin du 19e siècle. De quelle manière? Une femme qui faute est vilipendée. Une femme qui faute, de la manière qu'a vécu la mère de Fadma, Aïni, la grand-mère de Tawas et de Jean, n'est pas pardonnée, elle est punie, elle est vilipendée chez les Kabyles du 19e siècle. Donc, ce qui va suivre plus tard, la vie de Fadma et de ses enfants, plus tard, parce qu'elle sera mariée à Belkacem Amrouche, qui est lui-même enfant confié au père blanc par son grand-père Hassan Amrouche. Les détails qui sont fondamentaux dans la vie de la famille Amrouche. Donc plus tard, quand elle sera mariée à Belkacem, un détail encore qui vient accentuer le stigmate de nouveau, elle sera obligée de se convertir au christianisme. C'était la condition. Donc Belkacem lui dit, ce mariage
n'aura lieu qu'à une seule condition, que tu te convertisses au christianisme. Elle a dit oui. Et le jour de leur mariage, Fatma fut baptisée, uniquement le jour de son mariage. Donc, plus tard, donc elle va vivre cette conversion au christianisme comme un deuxième stigmate, comme un deuxième exil qui la suit. Donc, il y a eu le premier exil, naissance d'enfants en tant qu'enfant naturel. Ensuite, le deuxième exil qu'elle va vivre, c'est cette foi et confession chrétienne qu'elle va adopter. Est-ce que par choix ou par obligation, on ne peut juger de ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est convertie le jour non, elle s'est baptisée, on l'a baptisée le jour de son mariage avec Belkacem. Donc il y a cette foi qui arrive et cette foi chrétienne n'est pas acceptée dans le milieu familial des Amrouch où elle va vivre quelques années et de là, elle va décider avec Belkacem, son mari, après la naissance des premiers enfants, elle va décider donc d'entamer un exil géographique et culturel, celui de partir à Tunis, en Tunisie. Et là va commencer une autre manche de leur vie, de la vie familiale, qu'elle raconte superbement bien en détail dans son livre Histoire de ma vie. Là, pour arriver à l'exil donc de Tawas, il y a cet exil des parents, notamment de la mère, qui est indissociable de celui des enfants. En Tunisie, cet exil culturel, cet exil géographique sera ancré dans cette culture familiale, linguistique, qui sera autre que le kabyle, parlé et vécu à l'intérieur de la maison, mais aussi à l'extérieur par des détails vestimentaires, par la façon de vivre, etc. de la famille. Voilà donc pour arriver à l'exil géographique et culturel en Tunisie. Plus tard, va suivre un autre exil géographique qui est celui de partir vers la France, des enfants, notamment de Jean et de Tawas. Et donc commence un autre exil qui aura ses avantages, mais ses inconvénients, mais il restera un exil qui va éloigner ces individus de leur terre natale. Donc, l'exil est vécu troublement, il est vécu comme une blessure, il est porté comme une blessure chez Tawas, chez sa mère. Mais plus chez Tawas parce que c'est une femme publique plus tard. Elle va occuper l'espace public en France et elle va faire de cette blessure une richesse qui va lui donner du courage, qui va booster ses missions, je parle de missions au pluriel, les missions qu'elle avait et qu'elle s'est données pour d'abord sauver le patrimoine oral amazigh de l'oubli, en le portant vers une dimension universelle qu'elle va aussi interpréter, porter sur la scène internationale, notamment en Europe, mais en Afrique du Nord aussi. Et on peut revenir sur des détails justement de ces interprétations plus tard. تنمير عقيلة هي سيري تكين مفوس سين كمال عن سين يحريش ندوفولي قبل هذا حاسس سين كثير ديال سنتيكلتا إلها يكون يدني ذاك لونسوم دي زانفورماسيون يدخل الطاوس عماهوش يماس فاطمة أثمنصور تفكير ديال السالين إلها مثل تفكير ذا كان تسوق تعرف كيكين فاطمة أين ثورة غيسوار ما في يتواخد ما يكا يفرد وتنكي ديو تكنيت تسلمت زاوية البليدة مشات قبيليت وديلا سوقت إسوار دو ما في فاطمة منصور عمروش مشى تنتوغان ثلاثة ديفرون قوم بريد داني سوهامن ثلاثة تسوقيلين يو تكيت دور سميس وكيل أحمد أف بشير يسوق لد يصد ما بسمية أمزروين تودرتيو ذاغن السكين يظل إكزاكتومون تزنيد يوث سمياغوث تمضي استقبل زي تيدير ندي وهران لكن نادية بن عمر دعني تسوقت نظن فاطمة منصور سمية يعني كيف يون بزول أمزروين تودرتيو هون كان une troisième information ذاك يعني يوث هرناس كاتيا توات دي تيزيوزو دعني تخدم تكفاد وسنة كي تكفى تسوق ثلاثة ثنايات
تقسيط نتودرتي دونك ولم قوم فريد فرند ديون سكواس يوس نتليف سياسة تسوقيلين فاطمة أثمنصور لكن أظن كان أزال إسعى فاطمة أثمنصور دوك مزوي دونك وكي سي تما نظام عاقلة كاين عند يون وساليا كاينين تكتم زوامو في سلير تنمير في مقاصة طاس ذو لاقران تيتشين كاكين ويسيدي دي توالين تيكو 5 ذا كان 300 تتزايري نص صيف نعين أولمان اكزاكتومون تكين جميلة دباش سي parmi les premières journalistes féministes d'armée écrivaine كاينات تيو عاقلة ذا شوت يشود كاكين ثوا شوت اللي عمروش نزغى ذاك كان تمسيحي d'armée donc la spécificité chrétienne qui est chez les Amrouches, elle a été déterminante dans la vie de Taous Amrouche. Ou il faut dire Iwasho. ذاك نرد كريم سلايد في la foi, la confession chrétienne chez la famille. Donc, chez les parents, d'abord chez Belkacem, le père, Belkacem Amrouche, qui est donc enfant. Son grand-père, Hassan Amrouche, l'a confié au père blanc d'Eril Ali. Là, donc, commence un chapitre assez sensible de la famille, qui est donc la conversion au christianisme de la mère de Fadma, en se mariant avec Belkacem. Donc, à leur mariage, le jour de leur mariage, Fadma fut baptisée. Asnien est baptisée. Ishmen le baptême et Fadma. C'est dire qu'elle n'était pas chrétienne avant. Attends, elle était chrétienne. De ça, sa naissance en tant qu'enfant naturel a fait que sa mère aînée l'a confiée à Massourine, ce qu'on appelle nous Massouri, hein? Les sœurs blanches. Les missionnaires, donc les missionnaires nés l'orphelinat, hein, comme c'est indiqué dans l'histoire de ma vie. Elle raconte tous ces détails, une idée de sa mère l'a confiée à cet orphelinat, un dit donc elle a eu une éducation, elle a appris des choses et c'est cette formation qui a aussi contribué beaucoup à sa formation intellectuelle. Son éducation chez les missionnaires, chez les sœurs blanches, a contribué à sa formation intellectuelle. La première autobiographie de femmes nord-africaines ou de femmes amazighes. L'autobiographie Guina, ça a le Coran. De la valeur littéraire, la valeur intellectuelle d'un livre. Les universités américaines, je suis en contact avec des chercheurs et des chercheuses, il est considéré comme un livre source en Amérique du Nord, hein, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Ce livre, L'histoire de ma vie, l'autobiographie, est considérée comme la première autobiographie de femme. Donc, elle est étudiée par semestre. Un semestre entier, des enseignants, des chercheurs lui consacrent une étude d'enseignement avec leurs étudiants. Donc, bon, sans parler de l'école algérienne, les écoles algériennes, on ne peut pas dire qu'on espère elle sera étudiée, mais bon, il y a des initiatives. On peut espérer que des jeunes chercheurs, comme des doctorants par exemple, qui entament des thèses de doctorat et qui ont planifié ou qui comptent travailler sur cette autobiographie, sur ce livre. Je n'arrête pas de le dire, ça a d'un Coran. Donc les détails de la chrétienté viennent de sa formation, de son éducation et de son instruction chez les missionnaires. Elle a eu cette éducation, elle a eu cette instruction, c'est grâce à cet orphelinat dans lequel sa mère l'a placée. Plus tard, cet orphelinat aussi va avoir un autre appui dans sa vie. C'est sa rencontre, c'est ces mêmes sœurs blanches qui vont organiser
le rendez-vous avec Belkacem Amrouche, qui sera son futur mari. Donc, cette rencontre avec le mari qui va déboucher sur leur mariage, sur leur alliance, va donner naissance donc à un autre volet de leur vie, qui est celui de la confession chrétienne. Elle devient chrétienne et elle vit quelques années à Ir El Ali avec son mari, mais cette confession a été mal reçue. Elle le raconte dans son livre, elle dit que chaque dimanche, la messe, parce qu'il y a une église, un petit rappel ici, Ir El Ali aussi, il y avait les Pères Blancs, la présence des Pères Blancs qui date du début pratiquement de l'achèvement de la conquête de la Kabylie. Donc, qui s'intéresse les détails de ce volet dans mes recherches de ma thèse de doctorat. J'ai consacré un chapitre pour la conversion des Kabyles, de comment les missionnaires sont arrivés en Kabylie et quel apport ils ont eu sur les populations de l'époque. La population kabyle a été poussée vers la conversion au christianisme à l'époque, à la fin donc, du 19e siècle. Donc, dans mes recherches, qui sont intéressés en retrouvant ma thèse de doctorat à la bibliothèque de l'Université de Paris 8. Le chapitre que j'ai consacré au christianisme en Kabylie, fin 19e. Donc, il y a de ça donc l'installation des missionnaires et des Pères Blancs à Ir El Ali, qui date déjà de plusieurs années avant la conversion donc, de Fadma. Donc, cette conversion, elle sera mal vécue et elle sera mal vue par la famille Amrouche, parce qu'on doit rappeler Belkacem Qassem, étant enfant, s'est converti parce que son grand-père l'a placé chez les missionnaires, mais le reste de la famille est resté musulman. C'est-à-dire toute la famille est restée musulmane, sauf Belkacem et sa femme Fadma. Et plus tard, donc, les enfants du couple. Elle a été mal vue et mal jugée par les membres de la famille de Belkacem, des Amrouche. Donc, leurs allées et venues sont surveillées, notamment les dimanches pour aller à la messe. Alors, il y a eu comme un contrat avec la belle-mère et le beau-père, les parents de Belkacem, que s'ils souhaitaient aller à la messe le dimanche, Fadma doit se réveiller très tôt et aller traverser le village pour aller donc dans le noir avant le lever du jour pour aller assister à la messe, pour que personne ne puisse la voir du village chez les chrétiens. Voilà, donc la vie, ça c'était la vie du couple avant son départ en Tunisie. Comme je le répète dans mon livre, leur départ en Tunisie, cet exil géographique, est conditionné par deux choses. Il y a leur confession chrétienne, qui a pesé lourdement sur le couple et sur le reste de la famille. Il y a aussi l'aspect économique, c'est-à-dire ils n'arrivaient plus à vivre au Sana ou les Chloukhudma. Fadma, qui était instruite, n'arrivait pas à travailler avec son instruction, malgré cela. Belkacem, il occupait des petits postes enseignants à Sétif, mais c'est des petits contrats, il n'arrivait pas à subvenir aux besoins de sa famille qui agrandissait, parce que l'arrivée des enfants, des premiers enfants était là, donc la famille s'agrandissait, et donc la décision de partir en Tunisie, d'abord le mari qui est parti en premier pour trouver donc du travail dans les chemins de fer de l'époque à Tunis et pour trouver aussi un lieu, un endroit pour accueillir sa famille. Donc plus tard, la famille va le suivre, Fadma et ses enfants vont le suivre et vont s'installer donc en Tunisie. Et les premières difficultés de cette installation, notamment des difficultés économiques, financières, que le petit salaire de Belkacem n'arrivait pas à satisfaire, donc à répondre
répondre aux exigences et au poids des dépenses de la famille. Et elle raconte aussi ce lien qu'elle a gardé aussi avec les pères blancs et les sœurs blanches, avec ceux d'Er El Ali et de Cedar Soufla ou de l'orphelinat. Elle a gardé un lien. Ne serait-ce que par la correspondance. Fadma, et les sœurs Blanche-Nez et les Pernier qui les ont aidés aussi, il faut le dire. Hein, ils les ont aidés financièrement quand ils étaient à Er El Ali, mais plus tard aussi en Tunisie, parce que la famille s'agrandissait, elle devient nombreuse, et le petit salaire de Belkacem ne suffisait pas pour nourrir toute la famille. Donc, il y a cet apport des chrétiens dans leur vie, et cette foi aussi sincère et authentique. À aucun moment, ni dans le livre de Fadma, ni dans ceux de ses enfants, notamment Jean et Taous, on a senti qu'il y avait une ruse derrière. C'est une foi authentique, sincère. Voilà, et ça n'a pas été beaucoup apprécié ni par les Kabyles, ils ont été rejetés, et ce rejet va les suivre toute leur vie. Il sera déterminant dans la vie de Fadma et de son mari, mais dans celle des enfants aussi, plus tard. Même plus tard, hein, c'est la guerre d'Algérie, la contribution de la famille, notamment de Jean, aux négociations entre la France et l'Algérie de l'époque, et plus tard à l'indépendance. On a voulu espérer qu'il y aurait un changement, mais hélas, c'était des illusions pour rester là. Donc, leur foi chrétienne a beaucoup pesé sur le devenir de la famille, notamment les enfants, Jean et Taous. Jean a beaucoup souffert de ça. Il l'a écrit dans son journal, il l'a exprimé lors de ses conférences, il l'a pensé de différentes manières, ce déchirement et cette blessure. Et Taous, plus tard, va devoir porter cette mémoire familiale et cette déchirure et cette blessure familiale quant à leur conversion au christianisme. Elle dira plus tard dans ce livre qui est Solitude ma mère, qui est un livre posthume, Souffrantide Ime Ismou Sedayen, livre posthume. Donc, dans ce livre, Taous, elle ferme la boucle, c'est-à-dire c'est la synthèse d'une vie, sa vie, mais celle de sa famille aussi. Et à la fin, elle se compare à l'Afrique, au continent africain. Elle dit, comme ma mère l'Afrique, plusieurs fois conquise, plusieurs fois violée, je reste immuable. C'est un passage très significatif que j'aime beaucoup citer de temps en temps pour rappeler la profondeur de la blessure. De la conversion au christianisme des parents, mais celle vécue par les enfants plus tard. Amzoun, ils sont résignés à vivre avec ce poids, le poids du péché originel, celui commis par les parents, celui d'avoir embrassé la confession chrétienne. Voilà pour dire, je ne sais pas si j'ai assez dit ou si j'ai répondu assez à votre question, mais les détails, après. Siririm Sinem Soumis, elle est complète, ça a complètement répondu à ma question. C'est une merci à Akila, voilà la déchirure de vivre chrétien à cette époque-là, parce qu'on les gens ils sont plus libres, il y a beaucoup de chrétiens. D'ailleurs, le Politicus 5, on n'a jamais coupé la parole, on a toujours donné la parole à des chrétiens kabyles, on a invité des pasteurs, on a invité beaucoup de chrétiens. Donc, la chrétienté fait partie de l'histoire de la Kabylie, de la majorité d'une façon générale. Souvent, s'oublier, des hommes d'église et de femmes d'église, Saint-Augustin, et qui me croient, malheureusement, l'être humain
Et en général, les amnésiques, surtout en cas. Donc, elle fait partie du patrimoine, la chrétienté, du patrimoine de la Kabylie. Temazra d'une façon générale, avec du Nord, Apulé, Tertullien, Saint-Augustin, Arius, qui est le père fondateur de l'unicité de Dieu. Ouvriran for c'est Fadmat Mansour, mais il doit Fadmat Mansour. Il y a quelques points que j'aimerais bien avoir des éclaircissements qui nous donnent أما فضما ذيليس طاوس ذاك يسعون سيدي حريشن دو فوليا أم زوارو ذاكن أشي سوا من عاقلة أذليس أم زوين تودرتي ونا ليسبار دو مافي غاسي كل ما يتوارى غشت 1970 ماشا يفرض ذيس كواسنا ذات سيسني با دي ديسيني بلو تار أو يفن انظر ايواشو اوكي ده حاجه شمس وقول فمي فولي الدوزيام فولي نجر ثم وذاك فاطمه منصور ثرند يون باراغراف كاين بلو تار ou c'est comme si elle tenait à leur rajouter les éditions du Saint après une histoire de ma vie c'est دينيا اكنيسي دوران تاع عقيله وتكض غايم ايواشو فاطمه elle tenait à ça شدنا Je viens de relire cette longue histoire et je m'aperçois que j'ai envie de dire que j'étais toujours resté la Kabylie. Jamais, malgré les 40 ans que j'ai passé en Tunisie, malgré mon instruction foncièrement française, jamais je n'ai pu me lier intimement ni avec les Français, ni avec les Arabes. Je suis resté toujours l'éternel exilé, celle qui jamais ne s'y sentait chez elle nulle part. Aujourd'hui, plus que jamais, j'aspire à être enfin chez moi, dans mon village, au milieu de ceux de ma race, de ceux qui ont le même langage, la même mentalité, la même âme superstitieuse et candide, affamée de liberté, d'indépendance, l'âme de Jugurtha. À mon fils Jean, je dédie ce cahier. Pour lui, j'ai écrit cette histoire afin qu'il sache ce que ma mère et moi avons souffert et peiné pour qu'il y ait Jean Amrouche, le poète berbère. C'est vraiment, Aqila, ce passage m'a personnellement très touché. Et Wachou devra Fadma Mansour et Derno. Alors, merci Rachid. Nous aurons la question, l'histoire de ma vie. Fouquet en 46, mais il n'a été publié qu'en 68. Alors, l'un deux aspects. L'aspect Amzouaro, c'est que déjà, pour qu'elle l'écrive, il a fallu Jean et Taous la poussent à écrire son histoire. Il la pousse par des lettres, la lettre qui a circulé, Nasser Abrous, elle a traduit la lettre, il se dit que Jean et Mess, où il l'a supplié presque d'écrire son histoire. Aya, elle a écrit son histoire. Elle a commencé à l'écrire. Et Fouquet, il était prêt, le manuscrit était prêt. Donc, en réalité. Il était prêt. Sauf qu'il y avait une raison pour laquelle le manuscrit est resté sans être publié. L'histoire de ma vie attache les secrets familiaux qu'elle contient. L'histoire de ma vie de Fadma Mansour Amrouche détient des secrets de famille, notamment sa naissance en tant qu'enfant naturel, son filiation paternelle, et aussi beaucoup de détails sur la famille Amrouche, notamment le père de Velqassem, des détails sur l'héritage, beaucoup de détails qui risquent de nuire à l'image de la famille et aux membres de la famille restant au pays, notamment à Erelali. Donc, il s'est passé que Velqassem Amrouche, le mari de Fadma, il a autorisé sa femme, la condition dans laquelle écrivaient les femmes. Il a fallu l'autorisation de son mari.
Aujourd'hui, on ne peut pas. Moi, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un autorise une autre personne à écrire. L'écriture doit être spontanée. C'est un don. Donc, pour schématiser, il lui a autorisé de l'écrire parce qu'il y a ses enfants aussi, il y a Jean et Taos, notamment Jean qui commençait à avoir de l'importance et il avait son poids, son mot à dire dans la famille, son poids dans la construction familiale. Donc, il a dit à sa mère, tu écris cette histoire, ton histoire, parce qu'elle est importante. Vite, Touretz, l'histoire Nénénes, Tfoukit, qu'elle détient des secrets de famille. Ça va nuire à son image, à l'image des membres de la famille Amrouche qui sont restés. D'accord, tu l'écris, mais jamais tu ne vas la publier de mon vivant. Il lui a fait promettre effectivement, le manuscrit يطفيت نسيت يفريت يقريت ديون السكرتير ديون البيرو يتخفلت الساروت la clé يتساويت الجيبيس. Il ne se séparait jamais de la clé. يوجد que ses enfants, Jean et Tawas, prennent le manuscrit et le publient en France. Donc, il l'a gardé fermé, le secrétaire Nénès, fermé à clé qu'il cachait, qu'il mettait dans sa poche. Donc, voilà le premier aspect, une des raisons pour laquelle le manuscrit, le livre Histoire de ma vie n'a pas été publié lorsqu'il a été terminé et achevé d'écriture. Donc, il mout en 58, pendant la guerre. C'était la guerre. Fadma était, ils étaient à El Ali quand il est décédé, les enfants étaient en France. Et Fadma donc est restée seule à El Ali pendant la guerre et elle devait donc rejoindre ses enfants à Paris. Et il s'est passé que voilà, il y a eu beaucoup de problèmes pour qu'elle puisse faire la traversée et rejoindre ses enfants à Paris. Donc, des difficultés aussi d'installation, parce que c'était la guerre. Jean était dans son engagement, était pris par la politique. Tawas était menacé aussi d'expulsion de la radio. Donc, les enfants étaient baignés dans des problèmes existentiels de comment vivre, de comment exister pendant cette guerre, etc. Donc, ils n'avaient pas le cœur ni les conditions favorables pour la publication du livre de leur mère, Histoire de ma vie. Et d'ailleurs, leurs propres œuvres, hein, on va revenir là-dessus, Tawas a vécu des épisodes très difficiles aujourd'hui qu'on aurait du mal à surmonter à cause de ses livres et à cause de ses publications. Elle n'avait pas trop le choix dans la publication. À chaque fois qu'elle terminait un livre, c'était comme une boule qu'elle avait au cœur de cette peur qu'il habitait de voir son livre pas publié, pas accepté par les éditeurs. C'est une longue histoire, l'histoire de Tawas et de la publication, parce qu'elle est liée à son histoire avec l'écrivain français Jean Giono. Mais Dora Fadma, donc, pourquoi pendant ces premières années donc, de son retour ou de son arrivée en France, après la mort de Belkacem, donc le manuscrit était là et elle aurait pu donc le publier après la mort de son mari en 58. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait et donc il aurait fallu attendre 68 pour que le livre soit publié avec l'apport de Tawas et son travail derrière pour qu'il puisse être publié en France. Grâce aussi à l'introduction et à la préface de Kate Biassine et de Vincent Mantel, notamment, pour ce livre. Voilà, donc il aurait fallu donc attendre 1968
pour le voir publié en France. La deuxième partie de la question que vous avez posée, Rachid, notamment l'ajout du passage que vous avez lu. Alors, c'est un passage important, très intéressant, pertinent aussi, du point de vue anthropologique, mais du point de vue sociologique, anthropologique, mais aussi du point de vue de cette écriture autobiographique. Ayrar se rajoute, Ayrar a la pensée faire un épilogue. Ça s'appelle un épilogue. Ayrar a la pensée faire cet épilogue à ce moment-là et rajouter des détails de cette période-là. Et on a la date, donc Paris, le 16 juin 1962. Voilà à la date à laquelle elle a rajouté l'épilogue. Et le passage que Rachid a lu, il fait partie de cet épilogue. Donc en 62. Alors en 62, la disparition de Jean, c'était brusque, il a été emporté par un cancer. Donc la disparition de Jean a fait bousculer beaucoup de choses dans l'histoire familiale, dans le paysage familial, dont la projection de la famille dans le champ politique et dans le champ culturel. Jean, c'était le Mohov. Sa mère et sa sœur l'appelaient le Mohov. C'était celui par qui la lumière, on va dire, est arrivé dans la famille, celui qui a ramené la lumière avec la famille. Donc, attache les espoirs qui ont été posés sur le Mohov, sur les épaules de Jean. Avec la disparition de Jean, c'est une partie de cette histoire familiale, de cette mémoire familiale qui disparaît aussi. La mère et la fille, la mère vieillissait et malade, elle devait, c'était son devoir d'écrire cet épilogue pour rapporter les derniers détails. Ces derniers détails qui sont très importants, comme vous l'avez dit à Rachid, sur son aspect, pour son aspect personnel, c'est-à-dire sa condition de femme exilée, son attachement à la langue kabyle, à la tradition, au pays kabyle, à la culture kabyle. Tout ceci a fait de cette femme une exilée qui ne ressemble pas aux autres exilés. Ceci dit, je ne suis pas en train de crier une différence ou des degrés de différence entre les exilés. Mais l'exil de cette femme est perçu comme un exil vécu doublement ou triplement d'une manière différente. Elle a supporté le rejet depuis son enfance, parce que née enfant naturel, elle a vécu le rejet dû au fait qu'elle devait se convertir au christianisme pour se marier, au fait qu'elle a vécu l'exil de sa culture, d'être loin de sa mère, de ses frères, des gens de sa condition, des gens qui parlent la même langue qu'elle. Donc tout ceci a fait cette différence qu'elle a ressentie tout au long de son exil tunisien. Voilà pourquoi donc le rajout de cet épilogue en 62 était nécessaire. Il y a eu beaucoup d'encre qui a été versée, beaucoup de choses qui ont été dites sur la famille Amrouche, donc après l'indépendance, notamment l'engagement, l'authenticité de l'engagement de Jean Amrouche, de Taous, pendant la guerre d'Algérie, pour la sauvegarde de la culture kabyle et du patrimoine oral kabyle et amazigh. Tout ceci a été balayé du revers de la main pour ne garder que l'aspect parce que ils sont chrétiens et ils aiment la France et ils sont français et ceci et cela. Donc, il y a un proverbe français qui dit « Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage ». Kenya, la nouvelle Algérie donc de 62, pour éloigner les gens importants
hein, il fallait les éloigner des centres du pouvoir. Il fallait leur trouver des excuses. Donc, on leur trouvait des excuses. Et pour cette famille a été donc le bouc émissaire. C'était celle qui a payé les frais. C'était la seule et la première famille kabyle à payer les frais de sa différence, de son appartenance, de son attachement et de son engagement à la culture amazigh et aqbaïlia. Donc, Fatma, par cet épilogue, a tenu à quand même remettre les choses au clair et faire, mettre la lumière sur ces points que, mais ok, d'accord, Jean, son fils a disparu, est mort, il n'est plus là pour se défendre contre tous ceux qui l'accusent, mais je suis là, je suis encore là, tant que je suis là, avec du moins ma plume, je peux encore dire des choses. Et elle n'était pas dans la justification de cet exil. Au contraire, elle était là pour nous dire et pour dire à ceux qui accablaient la mémoire de Jean Amrouche ou de la famille Amrouche, parce que Taous l'a fait. Ah, il y a une émission que moi j'ai consultée lors de mes recherches à l'ENA, faite par la télévision française de l'époque, où elle prenait la parole et elle disait justement, l'apport de cette famille. Elle disait que Keteb Yassine la décrivait comme une figue de barbarie. Le fruit est délicieux. Donc, cette description qu'elle a tenu à rapporter, que Keteb Yassine a fait de la famille Amrouche, elle n'est pas anodine à ce moment-là. Quand Taous est intervenu dans cette grande émission de télévision française, une grande audience de l'époque, elle a tenu à régler ce problème d'appartenance. La famille Amrouche n'était ni reconnue chez les Français parce qu'ils défendaient leur culture amazigh, leur culture kabyle, et chez les Algériens et chez les Kabyles, ils étaient aussi rejetés par rapport à leur foi chrétienne et à la conversion des parents à la chrétienté ou à la religion chrétienne. Donc, Fatma a voulu, par cet épilogue, remettre les choses au clair et les pendules à l'heure, avec aussi ce que Taous a fait plus tard pour la sauvegarde de la mémoire familiale. تنمية تاع عقيلات صغار فهم وشو هكا كاين درنا تفيرين نير ليستيس سي تو افي لوجيك شي دنير جاد الجرح البوليس يكون سيدغان كي دنير لي سموث الا لو malheur d'être chrétien de Français الا le malheur d'être kabyle de par l'opinion un petit سوالين اما دي فرنسا اما دي سموث كمال جاد تخصيص سيدي الدول. Alors, اسقسيو الربعه بغيت غنكتشف مساء قيله دا شو لامباكت نيلان نتاع جوستومون إماس Taous Amrouche, Fatma Mansour, sur la construction de son œuvre. Vous avez un peu étalé par rapport à la question sur un plan personnel. On aimerait bien voir par rapport à la question de la construction de son œuvre. خاطر ملي دي سيجيوان فاطمة منصور واحد Taous Amrouche, on parle de la naissance du roman féminin, ou surtout de parler justement du fait de quitter, on peut dire symboliquement, un espace à l'appartenance à la communauté lorsqu'il s'agit des femmes illettrées qui n'ont pas la possibilité d'écrire, mais lorsqu'il s'agit par exemple concernant des femmes qui restent toujours dans le cadre de la communauté musulmane, mais lorsqu'il s'agit de Fatma Mansour, Taous Amrouche, c'est en quelque sorte quitter réellement, pas symboliquement seulement, mais réellement la communauté islamique. Donc, on peut dire cette influence-là, ce cadre, on peut dire, communautaire, le fait de quitter une communauté, pas symboliquement, mais dans la réalité aussi par rapport à quitter une communauté islamique pour la communauté chrétienne, certainement, il a de l'impact, mais surtout, on aimerait bien,
c'est-à-dire l'impact sur la construction de l'œuvre littéraire. Mais certainement aussi, Taoussa Amrouche se distingue par rapport à Jean Amrouche et sa mère. Donc, après, tu vas essayer de nous expliquer ces ambivalences dialectiques, on peut dire, qui peut exister par rapport à l'émergence, on peut dire, d'une autre voix spécifique qui est véhiculée dans l'œuvre de Taoussa Amrouche. ثميرة كمان اسقسي العالي دار نواجه